Contes et légendes des héros de la mythologie, l'histoire de Thésée, deuxième partie. Face à l'entrée du labyrinthe, Minos ordonna aux Athéniens : « Entrez, c'est l'heure !» Pendant que les 14 jeunes gens terrorisés pénétraient un à un dans l'étrange édifice, Ariane chuchotait à son protégé : « Thésée, prends ce fil, et surtout, ne le lâche pas. Ainsi, nous serons reliés l'un à l'autre. » Elle tenait à la main la pelote de l'ouvrage qui ne la quittait jamais. Le héros saisit ce qu'elle lui tendait, un fil ténu, presque invisible. Si le roi Minos ne devina rien de leur manège, il comprit que ce garçon et sa fille avaient du mal à se séparer. « Eh bien, Thésée, bâilla-t-il, aurais-tu peur ?» Sans répondre, le héros entra dans le couloir à son tour. Très vite, il rejoignit ses compagnons qui hésitaient devant une fourche. « Qu'importe, leur dit-il, prenez à droite. » Ils aboutirent à un cul-de-sac, revinrent sur leurs pas, empruntèrent l'autre issue qui les mena à un nouvel embranchement de plusieurs couloirs. « Engageons-nous dans celui du centre et ne nous séparons pas. » Bientôt, ils émergèrent à l'air libre. Au mur du labyrinthe avaient succédé d'infranchissables taillis. « Qui sait, » murmura l'un des Athéniens, « si le destin nous offrait la chance de ne pas aboutir au Minotaure, mais à la sortie. » Hélas, Thésée savait qu'il n'en serait rien. Dédale avait conçu son édifice de telle sorte qu'on finissait toujours par arriver au centre. C'est exactement ce qui se produisit. Vers le soir, alors que ses compagnons se plaignaient de la fatigue et de la faim, Thésée leur ordonna soudain : « Arrêtons-nous, écoutez, et puis, ne sentez-vous rien ?» Les murs leur renvoyaient l'écho de grognements impatients, et dans l'air flottait une forte odeur de charogne. « Nous arrivons, » murmura Thésée. « L'antre du monstre est proche. Attendez-moi, et surtout, ne bougez pas d'ici. » Il partit seul, le fil d'Ariane toujours en main. Soudain, il aboutit à une esplanade circulaire semblable à une arène. Là se tenait un monstre encore plus effrayant que tout ce qu'il avait imaginé. Un géant, à la tête de taureau, dont les bras et les jambes possédaient des muscles noueux comme des troncs de chèvre. En voyant entrer Thésée, il meugla un effroyable cri de satisfaction gourmande. Sous ses naseaux, sa gueule ouverte bavait. Il baissa sa tête bovine et poilue, pointant ainsi des cornes acérées vers sa proie. Puis il s'élança vers sa future victime en rabotant le sable de ses pieds cornus. Le sol était jonché d'ossements. Thésée ramassa le plus gros, il le brandit. Au moment où le monstre allait l'embrocher, il s'écarta pour lui asséner sur le mufle un coup suffisant pour assommer un bœuf. Mais pas assez violent pour tuer un minotaure. Le monstre hurla de douleur. Sans lui laisser le temps de reprendre ses esprits, Thésée agrippa les deux cordes à pleine main pour mieux bondir sur les épaules poilues. Ainsi juché, il referma ses jambes en ciseaux sur le cou de son ennemi, et de toutes ses forces, il serra. Privé de respiration, le monstre, furieux, se débattit. Il ne pouvait encorner cet adversaire qui faisait désormais corps avec lui. Il gigota, tomba, roula à terre. Malgré le sable qui s'infiltrait dans ses oreilles et dans ses yeux, Thésée ne lâchait pas prise, comme Ariane le lui avait recommandé. Peu à peu, les forces du Minotaure déclinèrent. Bientôt, il jeta un épouvantable meuglement de rage, eut un sursaut et rendit le dernier soupir. Alors, Thésée s'écarta de l'énorme chose inerte. Son premier réflexe fut d'aller récupérer le fil d'Ariane. Le silence insolite et prolongé avait attiré ses compagnons. « Incroyable ! Tu as vaincu le Minotaure ! Nous sommes sauvés !» Thésée réclama leur aide pour arracher les cornes du monstre. Ainsi, expliqua-t-il, Minos saura qu'il n'a plus de tribut à réclamer. À quoi bon ? Certes, nous avons été épargnés, mais une mort lente nous attend.
Jamais nous ne retrouverons la sortie. Si, affirma Thésée en leur montrant le fil. Regardez. Fébriles, ils se mirent en route. Grâce au fil, ils refaisaient à l'envers le long et tortueux trajet qui les avait menés jusqu'au Minotaure. Thésée avait du mal à calmer son impatience. Il se demandait quel dieu bienveillant avait soufflé cette idée géniale à Ariane. Bientôt, le fil se tendit. À l'autre bout, quelqu'un le tirait avec autant de hâte que lui. Enfin, après plusieurs heures, ils émergèrent à l'air libre. Le héros fourbu jeta les cornes sanguinolentes du Minotaure à terre, près de l'entrée. « Thésée, enfin, et tu as réussi !» Éperdu d'amour et de joie, Ariane se précipita vers lui. Ils s'étreignirent. La fille de Minos eut un regard attendri pour l'énorme écheveau désordonné que Thésée avait encore en main. « Tout de même, reprocha-t-elle en souriant, tu aurais pu songer à mieux le rembobiner. » L'aube approchait. Accompagnés d'Ariane, Thésée et ses compagnons se faufilèrent dans les rues de Knossos et rejoignirent le port. « Percez la coque de tous les navires crétois, ordonna-t-il. « Pourquoi » s'interposa Ariane, étonnée. « Tu t'imagines que ton père ne va pas réagir? Qu'il va laisser s'enfuir avec sa fille, celui qui a tué l'enfant de son épouse ?» « C'est vrai, » admit-elle, « et je me demande bien quelle punition il va infliger à Dédale, puisque son labyrinthe n'a pas protégé le Minotaure comme mon père l'espérait. » Quand le soleil se leva, la galère de Thésée avait quitté la Crète. Elle cinglait joyeusement et à vive allure vers la Grèce. Pendant le voyage du retour, Thésée fit un songe étrange. Cette fois, c'est un autre dieu, Bacchus, qui lui apparut. « Il faut, ordonnait-il, que tu abandonnes Ariane sur une île. Elle ne sera pas ton épouse. J'ai pour elle d'autres projets, plus glorieux. » Cependant, bredouilla Thésée, je lui ai promis. Je sais, mais tu dois obéir, ou craindre la colère des dieux. Quand Thésée s'éveilla, il hésitait encore. Mais le lendemain, la galère dut affronter une tempête, si violente que le héros y vit un évident signe divin. Il hurla à la vigie. « Il nous faut relâcher au plus vite. Ne vois-tu pas la terre au loin? Si, une île est en vue. Ce doit être Naxos. » Ils y abordèrent et attendirent que les éléments se calment. La tempête s'apaisa dans la nuit. Au petit matin, alors qu'Ariane dormait encore sur la grève, Thésée rassembla ses hommes. Il ordonna qu'on reparte au plus tôt, sans la jeune fille. « C'est ainsi, » dit-il en voyant le visage plein de reproches de ses compagnons. Les dieux n'agissent pas sans motif, et Bacchus avait de bonnes raisons pour que Thésée abandonne Ariane. Séduit par sa beauté, il voulait en faire son épouse. Oui, il avait décidé qu'il aurait d'elle 4 enfants, et qu'elle siégerait bientôt avec lui sur l'Olympe. En signe d'alliance divine, il s'était même promis de lui faire cadeau d'un diadème qui donnerait naissance à l'une des plus belles constellations. Bien sûr, Thésée ignorait les intentions de ce dieu amoureux et jaloux. Cinglant à nouveau vers Athènes, il s'accusait d'ingratitude. Préoccupé, il en oublia la recommandation que son père lui avait faite. Posté au sommet du phare qui se dressait à l'entrée du Pirée, le guetteur hurla, la main en visière au-dessus des yeux. « Un navire est en vue !»« Oui, c'est la galère qui revient de Crète. Vite, allez prévenir le roi. » Moins de 3 kilomètres séparent Athènes de son port. Fou d'espoir et d'inquiétude, le vieux roi Égée accourut sur les quais. « Les voiles !» demanda-t-il en levant la tête vers le guetteur. « Peux-tu apercevoir les voiles et me dire quelle en est la couleur ?» « Hélas, grand roi, elles sont noires. » Le vieil Égée ne voulut pas en savoir davantage. Éperdu de douleur, il se jeta à la mer et s'y noya. Quand la galère aborda, on venait de ramener le corps du vieil Égée sur le rivage. Thésée se précipita vers lui.
Il devina aussitôt ce qui était arrivé et se maudit pour sa négligence. « Mon père, non, je suis vivant. Revenez à vous par pitié. » Mais il était trop tard. Égée était mort. Le chagrin qui submergea Thésée lui fit d'un coup oublier sa récente victoire sur le monstre. Amer, le héros songea qu'il venait de perdre une épouse et un père. Désormais, Thésée, tu es roi, firent les Athéniens en s'inclinant. Le nouveau souverain se recueillit devant la dépouille d'Égée. Solennellement, il décréta que cette mère désormais porte le nom de mon père adoré. Et c'est depuis ce jour funeste, où le vainqueur du Minotaure revint de Crète, que la mer qui borde la Grèce porte le nom d'Égée. Entre-temps, Ariane s'était réveillée sur l'île des Athées. Dans le jour naissant, elle aperçut au loin les sombres voiles de la galère qui s'éloignaient. Incrédule, elle balbutia. « Thésée, est-il possible que tu m'abandonnes ?» Elle suivit le navire des yeux jusqu'à ce que l'horizon l'engloutisse. Elle comprit alors qu'elle ne reverrait jamais Thésée. Seule sur la plage de Naxos, elle laissa libre cours à son chagrin. Elle gémit longuement sur l'ingratitude des hommes. Puis, Ariane retrouva sur la grève son ouvrage abandonné. Elle reprit ses aiguilles, et en attendant que s'accomplisse le prodigieux destin qu'elle ignorait, elle se remit au travail. Tout en pleurant, elle tricotait.